Après avoir acheté la maison de mes rêves, mon frère a exigé une clé. Lors de ma fête, ma mère a ri, on ne peut pas expulser la famille. Il reste, et tu paies ses factures. J'ai croisé le regard de mon avocat, sorti un avis d'interdiction de pénétrer et répondu, en fait, la police arrive, et ils adoreraient entendre cet enregistrement. J'ai finalement acheté la maison de mes rêves, m'attendant à ce que ma famille partage ma joie. Au lieu de cela, ils m'ont boycotté, prétendant que mon succès humiliait mon frère fauché. Quand ils ont exigé que je lui cède l'acte de propriété pour que ce soit juste, j'ai préparé un piège juridique qui anéantirait leur sentiment de droit pour toujours. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, nous avons une annonce urgente. En raison de problèmes techniques, cette chaîne va fermer. Mais ne vous inquiétez pas, les histoires continuent. Veuillez vous abonner à notre nouvelle chaîne, Histoire quotidienne. Vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo, le commentaire épinglé et l'étiquette de collaboration sur cette vidéo. Assurez-vous de changer maintenant pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien. Maintenant, retour à l'histoire. Le silence dans la maison n'était pas paisible. Il était lourd. C'était comme un poids physique qui appuyait sur ma poitrine, étouffant l'excitation qui aurait dû déborder. J'étais assise par terre dans ce qui était censé être la salle à manger, le dos pressé contre la cloison sèche fraîchement peinte et froide. Autour de moi se trouvaient des piles de cartons non ouverts, leur rabat en carton scellé par du ruban adhésif, contenant la vie que j'avais mis 15 ans à construire. Dehors, la pluie martelait les fenêtres à double vitrage toutes neuves que j'avais passé des semaines à rechercher. C'était un mardi soir sombre et maussade, mais le temps n'était pas la raison pour laquelle j'avais l'impression que j'allais vomir. Mon téléphone reposait sur le plancher à côté de moi. L'écran, noir et silencieux maintenant, mais le message qui y était affiché il y a quelques instants était gravé dans mes rétines. J'avais lutté contre une migraine toute la journée, le genre qui commence à la base du crâne et s'enroule autour des yeux comme un étau. Je l'avais attribué au stress du déménagement et à l'épuisement pur et simple d'avoir frotté les sols et assemblé des meubles jusqu'à 3 heures du matin. Mais maintenant, en lisant le message texte de ma mère, Brigitte, je réalisais que le mal de tête était le moindre de mes problèmes. Mon corps était faible, tremblant d'un mélange d'hypoglycémie et de choc intense. J'ai de nouveau attrapé le téléphone, mes doigts tremblaient si fort que j'ai failli le laisser tomber. J'ai déverrouillé l'écran, ayant besoin de le relire une fois de plus pour m'assurer que je n'avais pas halluciné la cruauté. Nous ne viendrons pas samedi, Amélie, disait le texto. C'était si clinique, si froid. Et n'attends pas Julien ou qui que ce soit du côté des cousins non plus. Nous avons discuté et nous sommes tous d'accord que cette pendaison de crémaillère n'est qu'une démonstration d'arrogance. Tu sais que Julien a des difficultés en ce moment. Lui frotter ta richesse au nez est dégoûtant. Nous restons à la maison en solidarité avec lui. Ne nous contacte pas tant que tu ne seras pas prête à t'excuser pour cet égoïsme. Je l'ai lu à voix haute dans la pièce vide, ma voix se brisant sur le mot « égoïsme ». Une vague de nausée m'a submergé. J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine, cherchant de l'air. C'était la maison pour laquelle j'avais mangé des nouilles instantanées pendant une décennie. C'était la maison pour laquelle j'avais travaillé 80 heures par semaine en tant que développeuse de logiciels senior pour l'obtenir. Je n'étais pas parti en vacances. Je n'avais pas acheté de nouvelle voiture. J'avais économisé chaque centime pour acheter un endroit où ma famille pourrait enfin se réunir pour Noël, un endroit sûr, chaleureux et à moi. Et maintenant, 2 jours avant la fête, non seulement ils annulaient, mais ils m'accusaient de malveillance. La trahison était viscérale. Cela ressemblait moins à une annulation qu'à une amputation. J'ai regardé autour de la belle et spacieuse pièce que j'avais imaginée remplie de rire et de l'odeur d'un dîner rôti. Et soudain, elle ressemblait juste à une tombe. J'étais seul, complètement et totalement seul dans une maison de 4 chambres que ma famille me détestait de posséder. J'ai laissé retomber le téléphone sur le sol. L'écran s'est légèrement fissuré contre le bois dur, une fracture en toile d'araignée apparaissant dans le coin. Mais je m'en fichais. La fissure dans l'écran n'était rien comparée à la fracture qui venait de déchirer ma vie. La trahison était pire que l'épuisement, pire que la dette, pire que le diagnostic d'anxiété que j'avais géré pendant des années. C'était une frappe précise et calculée à mon cœur. Pendant l'heure qui a suivi, je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Je fixais simplement les grains de poussière dansant dans la faible lumière du lampadaire qui filtrait par la fenêtre.
Antoine m'a trouvé comme ça quand il est rentré de son cabinet. J'ai entendu la porte d'entrée se déverrouiller, le bruit sourd de sa mallette de portfolio d'architecture heurtant le sol, puis ses pas résonnant dans le couloir. « Amélie » a-t-il appelé, sa voix joyeuse. J'ai pris le bon champagne. Je sais que nous avions dit que nous le garderions pour samedi, mais je me suis dit que puisque nous avons fini de peindre la salle de bain principale, nous pourrions. Sa voix s'est éteinte alors qu'il entrait dans la salle à manger et me voyait recroquevillé en boule sur le sol, la pièce sombre à l'exception de la lumière ambiante de la rue. Amélie ? Il a laissé tomber le sac de course qu'il tenait, la bouteille en verre cliquetant dangereusement à l'intérieur. Il a été à mes côtés en une seconde, ses genoux heurtant le bois dur. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es blessé ? C'est une migraine ? Je ne pouvais pas parler. J'ai juste pointé un doigt tremblant vers le téléphone sur le sol. Antoine l'a ramassé. J'ai observé son visage pendant qu'il lisait le message. J'ai d'abord vu la confusion, le froncement de ses sourcils alors qu'il essayait de comprendre les mots. Puis est venu le choc, ses yeux s'écarquillant, et enfin la colère sombre et bouillonnante qui a crispé sa mâchoire. Solidarité, a murmuré Antoine, le mot ayant un goût de poison dans sa bouche. Il boycotte ta pendaison de crémaillère en solidarité avec Julien parce qu'il est. Quoi ? Fauché encore ? Parce que je lui frotte ça au nez, ai-je murmuré, ma voix rauque. Parce que j'ai réussi, Antoine. C'est mon crime. Antoine a jeté le téléphone sur une boîte de livres voisine avec un grognement de dégoût. Il m'a prise dans ses bras, me berçant doucement. C'est de la folie absolue, Amélie. Tu les as invités à partager ton étape importante. Tu as proposé de payer leur transport. Tu parles de ça depuis des années. Je sais, ai-je sangloté contre sa chemise. Je ne comprends pas. Je pensais que maman serait fière. Elle a toujours dit qu'elle voulait que nous fassions mieux qu'elle. Elle veut que tu fasses mieux, a corrigé doucement Antoine en me caressant les cheveux. Mais pas mieux que Julien. Jamais mieux que Julien. J'ai fermé les yeux, laissant la vérité de ces mots s'installer. C'était une dure réalité que j'avais essayé d'ignorer pendant des décennies. J'ai repensé au moment où je les avais invités. C'était il y a un mois, lors d'un dîner de famille dans le duplex loué et exigu de Brigitte. J'avais apporté le dessert, un gâteau sophistiqué d'une pâtisserie de la ville, et j'avais posé l'invitation sur la table avec un sourire radieux. J'ai finalement signé pour la propriété, avais-je dit, attendant les applaudissements. Au lieu de cela, la pièce était devenue silencieuse. Julien, assis en face de moi, avait arrêté de mâcher son steak. Il a regardé l'invitation, puis moi, ses yeux se plissant. Une 4 chambres, avait demandé Julien, sa voix dégoulinant d'une fausse incrédulité. Juste pour toi et l'architecte ? Pourquoi avez-vous besoin de 4 chambres, Amélie ? Vous prévoyez de tenir un hôtel ? Non, avais-je dit, mon sourire vacillant. Nous voulons une chambre d'amis pour vous, un bureau pour moi et un studio pour Antoine. Ça doit être bien, avait marmonné Brigitte, débarrassant agressivement la table. Ça doit être bien d'avoir l'argent pour un bureau pendant que ton frère essaie de savoir comment garder ses lumières allumées. Je n'y avais pas prêté attention à l'époque. Je me suis dit qu'ils étaient juste stressés. Je me suis dit qu'ils changeraient d'avis une fois qu'ils verraient la maison, une fois qu'ils verraient que je voulais la partager avec eux. Mais assise ici maintenant dans le noir avec Antoine, la réalité était indéniable. Ils n'étaient pas stressés. Ils étaient jaloux. Antoine s'est levé et a arpenté la pièce, passant une main dans ses cheveux. Et alors ? Ils s'attendent juste à ce que nous annulions, que nous nous excusions d'avoir travaillé dur. Apparemment, ai-je dit en essuyant mes yeux. Elle veut que je m'excuse d'être égoïste. Égoïste ? Antoine a ri, un son froid et sec. Tu as remboursé son prêt automobile l'année dernière. Tu as payé la caution de Julien quand il s'est retrouvé dans cette bagarre de bar. Tu es la banque d'Amélie depuis 10 ans. Je sais, ai-je dit doucement. J'ai de nouveau regardé le téléphone. Le voyant de notification clignotait. Un autre message était arrivé, doublant probablement la dose de culpabilité. Mais en regardant l'écran fissuré, une sensation étrange et froide s'est installée dans mon estomac. Ce n'était plus de la tristesse. C'était quelque chose de plus dur, de plus cassant.
Il pensait que ce boycott me briserait. Il pensait qu'en retirant leur amour, je me démènerais pour arranger les choses, comme je l'avais toujours fait. Il pensait que je supplierais. Il pensait que je ferais un chèque à Julien juste pour aplanir les choses afin qu'il daigne manger ma nourriture et boire mon vin. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Ils ne savaient pas que la pendaison de crémaillère n'était pas juste une fête. Et ils ne savaient certainement pas la conversation que j'avais surprise entre Brigitte et Julien il y a 2 semaines, celle enregistrée sur le vieil iPad que j'avais laissé chez elle pour le réparer. Pour comprendre pourquoi ce message texte était l'option nucléaire, il faut comprendre la dynamique de ma famille. J'étais l'aînée, la responsable. J'étais la fille qui avait une tournée de journaux à 12 ans, travaillait dans un fast-food à 16 ans et a payé ses études universitaires grâce à des bourses et des quarts de nuit. Je suis devenue développeuse de logiciels non pas parce que j'aimais coder au début, mais parce que j'ai regardé les échelles de salaire et y ai vu un moyen de sortir de la pauvreté dans laquelle nous avons grandi. Julien, d'un autre côté, était le créatif, le rêveur. Il avait 2 ans de moins, 36 ans maintenant, et n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois. Julien était un caméléon de l'échec. Dans la vingtaine, il allait être disque jockey. Brigitte lui a acheté pour des milliers d'euros de platine qui ont pris la poussière. Puis il allait être un investisseur en crypto. Je l'ai vu perdre 10 000 euros du fonds de retraite de Brigitte sur une crypto-monnaie frauduleuse. Actuellement, sa profession était vague. Il se qualifiait de « consultant en style de vie », ce qui signifiait principalement qu'il publiait des photos de lui dans des voitures de location sur Instagram et essayait de vendre des compléments d'entraînement à ses amis du lycée. Mais malgré ses échecs, ou peut-être à cause d'eux, il était la raison d'être de Brigitte. Brigitte, une femme au foyer à la retraite qui subsistait avec une petite pension et mes dons mensuels, voyait Julien comme une victime des circonstances. Le monde était juste trop dur pour son âme sensible. Ce n'était jamais de sa faute s'il était renvoyé pour retard, le patron était un tyran. Ce n'était jamais de sa faute s'il ne pouvait pas payer le loyer, le propriétaire était un escroc. Et moi ? J'étais la ressource inépuisable. Amélie, tu as tellement, disait Brigitte, lorgnant mon sac à main ou mes chaussures. Tu ne peux pas épargner 500 euros pour ton frère ? Il a besoin de nouveaux pneus. Tu ne veux pas qu'il conduise avec des pneus dangereux, n'est-ce pas ? S'il a un accident, ce sera sur ta conscience. C'était son arme de prédilection, ma conscience. Et pendant des années, ça a marché. J'ai payé pour les pneus. J'ai payé pour les factures de téléphone. J'ai payé parce que je voulais qu'ils m'aiment, et je pensais qu'acheter leur sécurité était la même chose que de gagner leur amour. Mais la maison était différente. C'était la première chose que j'avais faite entièrement pour moi-même. Le lendemain matin, la veille de la fête, Antoine est allé travailler, mais j'ai pris ma journée. Je devais préparer la maison, même si personne ne venait. J'étais en train de frotter avec colère l'îlot de cuisine quand la sonnette a retenti. Je me suis figé. Avait-il changé d'avis ? Je me suis dirigé vers la porte et j'ai regardé par le Judas. Ce n'était pas Brigitte, c'était Julien. Il se tenait sur mon porche, regardant autour de lui avec un rictus critique. Il portait un survêtement qui ressemblait à du Chanel mais qui était définitivement une contrefaçon d'un marché de rue, et des baskets blanches immaculées. Il mâchait du chewing-gum agressivement. J'ai ouvert la porte, mais je n'ai pas reculé pour le laisser entrer. J'ai bloqué l'entrée. Julien, ai-je dit, gardant ma voix stable. J'ai reçu le texto de maman. Je pensais que vous boycottiez par solidarité. Calme-toi, Amélie, a dit Julien, poussant ses lunettes de soleil sur sa tête. Il ne m'a pas regardé dans les yeux. Il regardait par-dessus mon épaule, scrutant le hall d'entrée, calculant la superficie. Maman est dramatique. Tu sais comment elle est. Elle a dit que tu étais d'accord, ai-je dit. Elle a dit que tu avais l'impression que je te frottais mon succès au nez. Eh bien, je veux dire, c'est un peu trop, non ? Il a fait un geste vague vers les hauts plafonds. Les gens ont des difficultés et toi, tu achètes un manoir. Ça ne donne pas une bonne image. J'ai travaillé pour ça, Julien. Pendant 15 ans. Ouais, tu as cliqué sur des boutons sur un ordinateur. Travail difficile, a-t-il ricané. Bref, écoute, je suis là pour proposer une trêve. Maman est vraiment contrariée. Elle pleure.
Elle a l'impression que tu nous as laissés derrière. Ma résolution a légèrement vacillé. L'image de ma mère en larmes m'a toujours touché. Je n'ai laissé personne derrière. Je vous ai invité. Ouais, mais les invitations ne coûtent pas cher, a dit Julien en s'appuyant contre le cadre de la porte, envahissant mon espace personnel. Si tu veux vraiment arranger ça, si tu veux que maman vienne demain et arrête de dire du mal de toi à toute la famille, tu dois montrer que tu t'en soucies vraiment. Comment, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Je suis dans une situation difficile, a dit Julien, sa voix baissant à un murmure conspirateur. Mon appartement, il y a de la moisissure. Ça me rend malade. Je ne peux pas y respirer. Je dois partir. Il m'a regardé alors, un regard de désespoir étudié dans ses yeux. Tu as 4 chambres, Amélie. 4. Et il n'y a que toi et Antoine. C'est égoïste. Tu le sais. Que demandes-tu, Julien? Laisse-moi crécher ici, a-t-il dit. Juste pour quelques mois, jusqu'à ce que je lance mon entreprise de conseil. Je peux prendre une des chambres d'amis. J'aiderai avec le jardin. Maman serait si heureuse. Elle verrait que tu partages tes bénédictions. Elle viendrait à la fête. Tout le monde viendrait. Il a souri, un sourire mielleux et huileux qui n'atteignait pas ses yeux. Donne-moi juste une clé, Amélie. Sois une bonne sœur pour une fois. Je l'ai regardé. J'ai regardé le faux logo de créateur sur sa poitrine. J'ai regardé l'expression de droit sur sa mâchoire. Et soudain, le souvenir de cet enregistrement sur l'iPad m'est revenu en mémoire. La conversation que j'avais entendue ne parlait pas de moisissure. Elle ne parlait pas de santé. Elle parlait de cette maison, et du temps qu'il faudrait pour établir légalement des droits de locataire dans notre région. J'ai fixé Julien, ma main serrant la poignée de porte si fort que mes jointures sont devenues blanches. Il souriait toujours de ce sourire manipulateur et étudié, attendant que je m'effondre comme je le faisais toujours. Juste quelques mois, a-t-il répété, sentant mon hésitation et l'interprétant à tort comme de la faiblesse. Allez, Amélie, ne sois pas avare. Maman dit déjà à tante Carole que tu as oublié d'où tu viens. Imagine ce qu'elle dira si je lui dis que tu m'as laissé pourrir dans un appartement moisi pendant que tu as des chambres vides qui prennent la poussière. La menace était à peine voilée, mais elle était là. Laisse-moi entrer, ou nous détruirons ta réputation. J'ai pris une lente respiration, forçant mon rythme cardiaque à se stabiliser. Je ne peux pas te donner de réponse maintenant, Julien, ai-je menti, ma voix remarquablement calme. Antoine et moi devons en discuter. C'est aussi sa maison. Julien a levé les yeux au ciel. Depuis quand Antoine porte-t-il la culotte? C'est ton argent, n'est-ce pas? Je te le ferai savoir demain, ai-je dit, reculant et commençant à fermer la porte. Demain? Julien a coincé son pied dans l'embrasure de la porte, la bloquant. Son sourire a disparu. Demain, c'est la fête. Si je n'ai pas de clé ce soir, ne t'attends pas à voir l'un de nous là-bas. Et n'attends pas non plus de carte de Noël. Je t'ai entendu, Julien. Retire ton pied. Il m'a regardé fixement pendant une seconde, puis a retiré son pied avec un grognement. Tu es incroyable. La famille d'abord, n'est-ce pas? Je suppose que ce n'était que des paroles. Il s'est retourné et a descendu l'allée d'un pas nonchalant jusqu'à sa voiture, une Peugeot en leasing qu'il ne pouvait absolument pas se permettre. Dès qu'il est parti, j'ai verrouillé la porte, mis le verrou et me suis appuyé contre elle, tremblante. Je n'ai pas appelé Antoine immédiatement. Au lieu de cela, je suis monté dans mon nouveau bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti le fichier que j'avais transféré du vieil iPad il y a 2 semaines. J'étais allé chez Brigitte pour réparer son Wi-Fi. Elle était sortie faire les courses, et Julien était censé être à un entretien. J'avais trouvé l'iPad en train d'enregistrer de l'audio dans la cuisine. Brigitte l'utilisait souvent pour enregistrer des notes vocales pour ses listes de courses car sa vue baissait, mais elle l'avait laissé allumé. J'ai mis mes écouteurs et j'ai appuyé sur lecture. L'enregistrement était de mauvaise qualité, mais les voix étaient indubitables. Elle signe le 15, ricanait la voix de Julien dans l'enregistrement. 4 chambres, man. C'est ridicule. C'est un péché, acquiesçait la voix de Brigitte. Tout cet espace pendant que tu souffres.
Alors, voici le plan, a poursuivi Julien. Je dois m'installer là-bas avant qu'elle ne soit bien installée. Si j'emménage temporairement pour une raison médicale, comme l'allergie à la moisissure, elle ne pourra pas me mettre dehors sans passer pour un monstre. Dans cette région, si je reste 30 jours et que je reçois du courrier là-bas, j'ai des droits de locataire. Elle devrait m'expulser formellement. Expulser son propre frère, a halté Brigitte. Elle n'oserait pas. La famille la mettrait en pièces. Exactement, a ri Julien. Une fois que je suis dedans, je suis dedans. Je peux économiser mon loyer. Peut-être m'acheter une nouvelle voiture. Et si elle essaie de me faire payer, tu la culpabilises. Dis-lui que je suis déprimé. Dis-lui que j'essaie. C'est mon garçon, a roucoulé Brigitte. Tu es si intelligent, Julien. Tu mérites cette maison tout autant qu'elle. Plus, en fait. Elle a toujours eu la vie facile. J'ai arrêté l'enregistrement. Elle a toujours eu la vie facile. Les mots résonnaient dans mon bureau vide. J'ai regardé mes mains, des mains qui avaient le syndrome du canal carpien après des années de codage, des mains qui étaient sèches d'avoir frotté les sols parce que je ne pouvais pas me permettre une femme de ménage tout en économisant pour la compte. Je n'étais pas seulement une sœur pour eux. J'étais un organisme hôte, et Julien était le parasite se préparant à s'enfouir. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas encore appelé Antoine. J'ai appelé un autre numéro. Cabinet Dubois et Associés, a répondu une voix sèche. Bonjour, c'est Amélie. Je dois parler à Maître Dubois. C'est à propos du titre de propriété et d'un possible problème d'intrusion. Pendant les 3 heures suivantes, je n'étais plus la fille en deuil. J'étais la développeuse de logiciels senior. Je déboguais une erreur critique dans le code de ma vie. J'ai extrait les registres de propriété. J'ai rédigé un document. J'ai contacté la ligne non urgente de la police locale pour me renseigner sur les lois relatives à l'intrusion sur une propriété privée. Quand Antoine est rentré ce soir-là, j'étais assise à l'îlot de cuisine avec une bouteille de vin et une pile de papier. « Tout va bien ?» a-t-il demandé, lorgnant les papiers. « Julien est passé ?»« Il est passé », ai-je dit en servant un verre à Antoine. Il a demandé une clé. Le visage d'Antoine s'est assombri. Et je lui ai dit que j'y réfléchirais. J'ai pris une gorgée de vin, mes yeux froids. Mais j'ai fini de réfléchir. Je lui ai fait glisser un papier sur le comptoir. Ce n'était pas un bail. C'était un avis formel d'interdiction de pénétrer rédigé par mon avocat. La fête a toujours lieu, ai-je dit. Mais la liste des invités a changé. Et l'animation. Eh bien, disons simplement que je prépare une présentation spéciale. Le matin de la pendaison de crémaillère s'est levé avec un soleil éclatant, un contraste saisissant avec la morosité des jours précédents. La maison était prête. Les traiteurs, une équipe locale que j'avais engagée pour me faire plaisir, s'installaient dans la cuisine. J'avais envoyé un dernier texto à Brigitte et Julien la nuit précédente. Je comprends que vous ne serez pas présents. C'est votre choix. Je respecte votre solidarité. Ils n'avaient pas répondu. Ils s'attendaient probablement à ce que j'appelle en suppliant ce matin. Ils s'attendaient à ce que je cède, que je me rende à l'appartement de Julien avec une clé et des excuses. Au lieu de cela, j'avais passé la matinée à confirmer la vraie liste des invités. À l'origine, j'avais invité principalement de la famille avec quelques amis proches. Mais après le texto de boycott, j'ai réalisé que je m'adressais au mauvais public. J'avais contacté mes collègues, mes mentors, les partenaires architectes d'Antoine et mon cercle d'amis proches de l'université, des gens qui célébraient réellement mon succès. Et, je sais que c'est de dernière minute, leur avais-je envoyé, mais j'organise une pendaison de crémaillère. Pas de drame familial, juste de la bonne nourriture, du bon vin et des gens qui ont soutenu ma carrière. À ma surprise, presque tout le monde a dit oui. À 14 heures, mon allée était pleine, non pas des berlines rouillées de tantes critiques, mais des voitures de gens qui me respectaient. La maison était remplie du bourdonnement des conversations, des rires et des compliments sincères. Amélie, les lambris sont incroyables, a dit ma patronne, Sophie, en passant sa main le long du mur. Tu as fait ça toi-même ? Antoine et moi, ai-je rayonné en lui tendant une coupe de champagne. C'est magnifique, a-t-elle dit. Tu mérites ça.
Je sais à quel point tu as travaillé dur sur le projet Oméga pour obtenir ce bonus. Tu mérites ça. 3 mots que ma mère n'avait jamais prononcés. L'atmosphère était légère, sophistiquée et joyeuse. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas que le couperet tombe. Je ne m'inquiétais pas que Julien fasse une scène ou que Brigitte critique la nourriture. Et puis, la sonnette a retenti. Il était 15h30. Toutes les personnes que j'avais invitées étaient déjà là. Mon estomac s'est noué. Je savais qui c'était. J'ai fait signe à Antoine. Il a hoché la tête, posé son verre et s'est mis à mes côtés. J'ai ouvert la porte. Brigitte était là. À côté d'elle se trouvait Julien, portant un sac de sport. Derrière eux se trouvaient tante Carole et oncle Robert, l'air sombre. C'était une embuscade. Nous avons décidé de venir, a annoncé Brigitte d'une voix forte, me bousculant pour entrer dans le hall sans attendre d'invitation. Nous avons décidé que nous ne pouvions pas te laisser détruire la famille à cause de ta fierté. Nous sommes là pour te pardonner. Le brouhaha dans le salon s'est calmé. Mes invités, avocats, développeurs, architectes se sont tournés pour regarder l'intrusion. Me pardonner, ai-je demandé, tenant bon. Je n'ai pas fermé la porte. Je pensais que vous boycottiez par solidarité avec Julien. C'est le cas, a dit Julien en s'avançant. Il a laissé tomber le lourd sac de sport sur mon parquet impeccable avec un bruit sourd. C'est pourquoi j'ai apporté mes affaires. Je me suis dit que si je restais ici, la famille ne pourrait plus t'en vouloir, n'est-ce pas? Problème résolu. Il a souri à la salle remplie d'étrangers, levant la main. Salut tout le monde, je suis le frère. Je vais vivre ici un petit moment. Ne faites pas attention à moi. Brigitte s'est tournée vers moi, sa voix se transformant en un sifflement. Ne fais pas de scène, Amélie. Tu as des invités. Laisse-le simplement prendre la chambre du fond, et nous ferons comme si toute cette vilaine affaire n'avait jamais eu lieu. Regarde, j'ai même apporté ta salade de pommes de terre préférée. Elle a brandi un récipient en plastique comme s'il s'agissait d'un traité de paix. J'ai regardé la salade de pommes de terre. J'ai regardé le sac de sport de Julien. J'ai regardé la satisfaction suffisante sur leur visage. Ils croyaient vraiment que j'étais piégé. Ils pensaient que la pression sociale de mes amis chics me forcerait à obtempérer pour éviter une scène. Tu as raison, maman, ai-je dit d'une voix forte, ma voix portant dans la pièce silencieuse. Je ne devrais pas faire de scène. Je me suis tourné vers Antoine. Antoine, pourrais-tu s'il te plaît connecter mon ordinateur portable à la télévision du salon? Julien a froncé les sourcils. Quoi? Nous ne voulons pas regarder la télévision. Oh, ce n'est pas la télévision, ai-je dit, un sourire froid touchant mes lèvres. C'est une vidéo de bienvenue. Puisque vous êtes ici pour me pardonner, je pense que tout le monde devrait comprendre exactement ce pourquoi on me pardonne. Amélie, qu'est-ce que tu fais? A sifflé Brigitte en me saisissant le bras. Sa poigne était serrée, désespérée. Elle sentait le changement dans l'air. Ne nous embarrasse pas. Je n'embarrasse personne, maman, ai-je dit, retirant doucement mais fermement sa main. Je partage juste la dynamique familiale. Antoine m'a fait un signe de pouce levé. L'écran de télévision de 65 pouces dans le salon s'est allumé. Mes invités, sentant la tension, s'étaient rassemblés. Ils étaient silencieux, leurs boissons oubliées. Julien avait l'air confus, se balançant d'un pied sur l'autre. C'est un diaporama? Tu as fait un diaporama de toi-même, a-t-il ricané, essayant de reprendre le contrôle. Quelque chose comme ça, ai-je dit. J'ai appuyé sur la barre d'espace de ma télécommande. L'écran n'affichait pas de photo. Il affichait un écran noir avec une visualisation de forme d'onde audio, puis la voix de Julien a retenti à travers les haut-parleurs haute fidélité que je venais d'installer. Alors, voici le plan. Je dois m'installer là-bas avant qu'elle ne soit bien installée. Si j'emménage temporairement pour une raison médicale, elle ne pourra pas me mettre dehors sans passer pour un monstre. Le visage de Julien est devenu si pâle qu'on aurait dit qu'il allait s'évanouir. La salle a halté. Ma patronne, Sophie, a couvert sa bouche. Puis, la voix de Brigitte a rempli la pièce, forte et claire. Expulser son propre frère? Elle n'oserait pas. La famille la mettrait en pièces. Une fois que je suis dedans,
Harry, la voix de Julien dans l'enregistrement. Je peux économiser mon loyer. Et si elle essaie de me faire payer, tu la culpabilises. C'est mon garçon. Tu es si intelligent, Julien. Tu mérites cette maison tout autant qu'elle. J'ai arrêté l'enregistrement. Le silence qui a suivi était absolu. Il était assourdissant. Julien était figé, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Brigitte tremblait, son visage un masque d'horreur, non pas de remords, mais de révélation. Tante Carole et oncle Robert, qui se tenaient derrière eux en soutien, reculaient lentement, regardant Brigitte avec de grands yeux. « Tu nous as enregistrés » a hurlé Brigitte, sa voix se brisant. « C'est illégal. Tu nous as espionnés. J'ai enregistré de l'audio sur mon propre iPad que j'ai laissé dans votre cuisine pour le réparer, ai-je corrigé calmement. Et dans cette région, enregistrer une conversation où il n'y a aucune attente raisonnable de confidentialité, comme une cuisine avec les fenêtres ouvertes, est admissible lorsque cela prouve une intention de commettre une fraude. Fraude, a bafouillé Julien. Ce n'est pas de la fraude, c'est la famille. J'avais juste besoin d'un endroit où rester. Non, Julien, ai-je dit en m'approchant de lui. Tu voulais des droits de locataire. Tu voulais squatter ma maison pour que je ne puisse pas t'expulser. Tu voulais voler la paix que j'ai mis 15 ans à construire. Je me suis tourné vers la salle, m'adressant à mes invités, puis j'ai regardé ma mère. Vous avez dit à tout le monde que j'étais égoïste, ai-je dit, ma voix stable, bien que mon cœur batte la chamade. Vous avez dit à la famille que je me vantais, mais la vérité est que vous prévoyiez de me voler. Vous prévoyiez d'utiliser mon amour pour vous comme une arme pour laisser Julien vivre de mon travail à nouveau. Amélie, s'il te plaît, a plaidé Brigitte, réalisant le public devant lequel elle se trouvait. Nous pouvons parler de ça en privé. Julien a fait une erreur. Il plaisantait juste. Il a un sac de sport, maman, ai-je fait remarquer. C'est une blague très lourde. J'ai pris dans un dossier sur l'îlot de cuisine le document que j'avais préparé avec Maître Dubois. Ceci est un avis d'interdiction de pénétrer, ai-je dit en le tendant à Julien. Si vous ne quittez pas ma propriété dans les 5 prochaines minutes, j'appellerai la police. Et comme j'ai un aveu enregistré de votre intention d'établir une résidence frauduleuse, je ne pense pas qu'ils seront très sympathiques. Julien a fixé le papier. Il a regardé la salle remplie de professionnels en costume et robe, tous le regardant avec un dédain total. Il a regardé Antoine, qui se tenait près de la porte, les bras croisés, semblant prêt à le faire sortir physiquement. « Tu es folle » a craché Julien, son visage se tordant de colère laide. « Tu es une psychopathe qui enregistre sa propre mère. » Une fille qui a appris qu'elle ne pouvait pas lui faire confiance, ai-je répondu. Bien. Julien a attrapé son sac de sport. Garde ta stupide maison. Elle est trop loin de Lyon de toute façon. Viens, man. Il s'est retourné pour partir, s'attendant à ce que Brigitte le suive. Mais Brigitte n'a pas bougé. Elle me fixait, des larmes coulant sur son visage. Amélie, comment as-tu pu? Devant tout le monde. Je suis ta mère. Et je suis ta fille, ai-je dit doucement. Mais ça n'a jamais semblé compter autant que d'être la banque de Julien. Je ne pars pas, a sangloté Brigitte. Je ne pars pas tant que tu ne t'excuseras pas de nous avoir humiliés. Alors tu attendras longtemps, ai-je dit. Antoine. Antoine a ouvert grand la porte d'entrée. Antoine, ai-je répété, ma voix tremblant légèrement malgré tous mes efforts pour rester calme. S'il te plaît, raccompagne-les dehors. Antoine s'est dirigé vers Brigitte, son expression sombre mais polie. Il ne l'a pas saisie. Il a simplement fait un geste vers la porte ouverte où le soleil de l'après-midi se déversait sur le porche, un contraste saisissant avec la sombre tempête qui se préparait dans mon salon. Brigitte, il est temps de partir. Mais Brigitte n'a pas bougé. Au lieu de cela, elle a fait quelque chose qui a glacé l'air dans la pièce. Elle s'est assise. Elle a marché jusqu'à mon canapé sectionnel couleur crème immaculée, celui pour lequel j'avais économisé pendant 6 mois, et s'est assise en plein milieu, croisant les bras sur sa poitrine. Elle ressemblait à une enfant capricieuse faisant un sit-in, mais la méchanceté dans ses yeux était entièrement adulte. Non, a déclaré Brigitte, me fixant droit dans les yeux. Je ne vais nulle part. C'est la maison de ma fille. J'ai le droit d'être ici.
Et si tu penses que je vais te laisser mettre ton frère à la rue à cause d'un enregistrement mal compris, tu es folle. Elle a tourné son regard vers tante Carole et oncle Robert, qui flottaient toujours près de l'entrée, semblant vouloir que le sol s'ouvre et les avale. Carole, a crié Brigitte, sa voix stridente. Vas-tu rester là et la laisser faire ça? Elle nous traite comme des criminels. Regarde-la se pavaner devant ses amis riches, humiliant sa propre chair et son propre sang. Dis-lui, Carole, dis-lui que la famille est de la famille. La pièce s'est tournée vers tante Carole. Je l'ai regardée aussi. Carole était la sœur cadette de Brigitte, une femme qui avait toujours été passive, acquiesçant toujours aux plaintes sans fin de Brigitte sur l'injustice du monde. Je me suis préparé à la leçon de morale. Je m'attendais à ce qu'elle me dise d'être la plus intelligente. Carole a regardé Brigitte, assise obstinément sur le canapé. Puis elle a regardé Julien, qui se tenait près de la porte, serrant son sac de sport, ressemblant à un rat acculé. Enfin, elle a regardé l'écran de télévision où la forme d'onde audio était toujours en pause. Brigitte, a dit Carole lentement, sa voix basse. As-tu vraiment dit ça? Que tu voulais utiliser les lois sur la location pour la piéger? C'était juste des paroles. Brigitte a agité la main avec mépris. Nous ne faisions que réfléchir à des moyens pour qu'Amélie fasse ce qu'il fallait. Elle a 4 chambres, Carole. Julien vit dans une boîte à chaussures. Où est la justice là-dedans? La justice, ai-je interrompu en m'avançant, c'est que j'ai travaillé pour ça, maman. Et Julien non. Il essaie, a crié Brigitte en frappant le coussin. Il essaie si fort. Le monde est juste contre lui. Non, Brigitte, a dit tante Carole, sa voix gagnant soudainement en force. Le monde n'est pas contre lui. C'est toi qui le hais. Brigitte s'est figée. Pardon? Carole s'est approchée, le visage rouge. J'ai entendu cet enregistrement. Tu ne parlais pas de l'aider. Tu parlais de la tromper. Tu parlais de la voler. Carole s'est tournée vers moi, les yeux humides. Amélie, je ne savais pas. Quand elle nous a dit que tu refusais de le laisser rester, elle a dit que tu le détestais. Elle a dit que tu te moquais de sa pauvreté. Elle n'a jamais dit. Elle n'a jamais dit qu'ils avaient planifié ça. Elle ment, a crié Julien depuis la porte. Cet enregistrement est modifié. C'est de l'intelligence artificielle. On peut tout falsifier de nos jours. Ce n'est pas faux, Julien, ai-je dit calmement. Et le policier que je suis sur le point d'appeler non plus. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Tu n'oserais pas, a ricané Brigitte, bien que sa confiance s'effrite visiblement. Tu n'appellerais pas la police pour ta propre mère. Pense à ce que cela donnerait. Pense à ta réputation. Elle a balayé la pièce de la main vers mes invités. Penses-tu que ces gens veulent faire des affaires avec une femme qui arrête sa propre mère? J'ai regardé mes invités. J'ai regardé Sophie, ma patronne. J'ai regardé Marc, mon mentor de l'université. J'ai regardé ma colocataire de l'université, Juliette. Sophie s'est avancée. C'était une femme redoutable, la directrice générale d'une entreprise de technologie, et elle n'avait aucune tolérance pour les tyrans. En fait, a dit Sophie, sa voix tranchant la pièce comme un laser, je pense que nous nous sentirions tous beaucoup plus en sécurité en faisant des affaires avec une femme qui sait comment protéger ses biens contre la fraude. Si tu as besoin d'une déposition de témoin pour le rapport de police, Amélie, je suis heureuse d'en fournir une. Moi aussi, a ajouté Marc, croisant les bras. Comptez sur moi, a dit Juliette. Un murmure d'approbation a parcouru la pièce. Mes amis chics ne me jugeaient pas. Ils se ralliaient à moi. Ils voyaient exactement ce qui se passait, une femme professionnelle ciblée par un sentiment de droit toxique. Brigitte a regardé autour de la pièce, voyant un mur de visages hostiles. Son pouvoir, le pouvoir de la honte sociale qu'elle avait utilisé pour me contrôler pendant des années, s'est évaporé instantanément. Mais elle refusait toujours de bouger. Je ne pars pas, a-t-elle sifflé. Je reste ici jusqu'à ce que Julien ait une clé. J'ai composé le 17. Police nationale, j'écoute. Police, ai-je dit, mes yeux fixés sur ma mère. J'ai des intrus dans ma maison qui refusent de partir après avoir reçu un avis d'interdiction de pénétrer verbal et écrit.
Je crains pour ma sécurité car la situation dégénère. L'attente de la police a été les 10 minutes les plus longues de ma vie. La fête s'était arrêtée net. Personne ne mangeait. Personne ne buvait. La pièce était lourde d'une tension suffocante. Julien s'était affalé contre le mur, marmonnant dans sa barbe. Brigitte était assise, rigide, sur le canapé, fixant le mur, refusant de croiser le regard de quiconque. Quand les deux officiers sont arrivés, un homme grand et une jeune femme, le soulagement a failli me faire plier les genoux. « Madame » a demandé l'officier masculin en entrant dans le hall. « Vous avez appelé pour une intrusion ?»« Oui » ai-je dit en lui tendant le document que maître Dubois avait préparé. « Je suis l'unique propriétaire de cette propriété. » Ces deux personnes, Brigitte et Julien, ont été priées de partir à plusieurs reprises. Elles refusent. L'officier a regardé le document, puis Brigitte. « Madame, est-ce votre propriété ? » « Je suis sa mère » a éclaté Brigitte en se levant. « J'ai le droit d'être ici. Elle me traite comme une étrangère. »« Madame, c'est une affaire civile » a dit l'officier, son ton ennuyé mais ferme. « Si votre nom n'est pas sur l'acte de propriété et que le propriétaire veut que vous partiez, vous devez partir. Sinon, vous commettez une violation de domicile. »« Mais mon fils a besoin d'un endroit où rester. » Brigitte a montré Julien du doigt. « Elle a 4 chambres. C'est criminel de les laisser vides. »« Ce n'est pas criminel, madame. C'est une propriété privée, » a dit l'officier. Il a mis une main sur sa ceinture. « Maintenant, je vais vous demander une fois de quitter les lieux. Si vous refusez, je devrai vous escorter dehors menotté. Voulez-vous partir dans votre voiture ou dans la mienne ?» Brigitte a regardé les menottes. Elle m'a regardé. Pour la première fois en 34 ans, elle a réalisé que ses larmes, ses culpabilisations et ses manipulations n'avaient aucune valeur ici. La loi ne se souciait pas qu'elle soit ma mère. La loi ne se souciait que du fait que c'était ma maison. « Tu es morte pour moi » a murmuré Brigitte, sa voix venimeuse. « Tu m'entends, Amélie ? Tu es morte pour nous. Ne reviens pas en rampant quand tu seras seule dans cette grande maison vide. »« Je ne le ferai pas » ai-je dit doucement. Elle a attrapé son sac à main et a marché jusqu'à la porte, bousculant Antoine. Julien l'a suivi, gardant la tête baissée, le sac de sport heurtant ses jambes. Les policiers les ont suivis jusqu'à l'allée pour s'assurer qu'ils partaient réellement. Alors que la porte d'entrée se refermait, un silence profond a rempli la pièce. J'ai eu l'impression que j'allais m'effondrer. Mon adrénaline chutait. Je me suis adossé contre le mur, couvrant mon visage avec mes mains. Puis j'ai senti une main sur mon épaule. C'était tante Carole. « Je suis désolée » a-t-elle murmuré en me serrant dans ses bras. Je suis tellement désolée de ne pas l'avoir vue avant. Ce n'est pas grave, tante Carole, ai-je sangloté, laissant enfin les larmes couler. Non, ce n'est pas vrai, a-t-elle dit fermement. Mais tu as été courageuse. Tu as été si courageuse. Du salon, quelqu'un a commencé à applaudir. J'ai levé les yeux. C'était Sophie. Puis Marc s'est joint à elle. Puis Antoine. En quelques secondes, toute la salle de 30 personnes applaudissait. Ce n'était pas un applaudissement poli. C'était une ovation bruyante et de soutien. Antoine s'est approché, a pris ma main et l'a levée en l'air. « À Amélie » a-t-il dit, sa voix épaisse d'émotion, et à la maison de la paix. « À Amélie » a acclamé la salle. J'ai regardé les visages des gens qui se souciaient vraiment de moi. Brigitte avait raison sur une chose, la maison était grande. Mais elle avait tort de dire qu'elle était vide. Elle était pleine d'amour. Ce n'était simplement pas le genre d'amour qu'elle savait donner. Les suites de la fête n'ont pas été calmes. L'explosion d'extinction, un terme psychologique dont Antoine m'a parlé, a commencé presque immédiatement. Brigitte et Julien ne sont pas partis discrètement dans la nuit. Ils sont allés en ligne. Le lendemain matin, mon fil d'actualité Facebook était un champ de bataille. Brigitte avait publié une longue diatribe décousue sur les enfants ingrats et le mal de l'argent. Elle ne m'a pas nommé directement, mais l'implication était claire. Elle a affirmé avoir été jetée dehors dans le froid, il faisait 21 degrés et ensoleillé, et que j'avais abandonné ma famille pour le statut. Julien était moins subtil.
Il m'a envoyé 27 messages textes entre minuit et 4 heures du matin. Ils allaient de la supplication, « Allez, Amélie. Je suis désespéré », à la menace, « Tu le regretteras. Fais attention à toi », en passant par le purement délirant, « Je te poursuis pour détresse émotionnelle ». Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, j'ai passé mon dimanche matin avec Antoine, buvant du café sur notre porche arrière, écoutant les oiseaux et compilant un document PDF. J'ai pris des captures d'écran des publications de Brigitte. J'ai exporté les journaux de texte de Julien. Je les ai combinés avec l'enregistrement audio et le numéro de rapport de police de la fête. Le lundi matin, je ne suis pas allé au travail. Je suis allé au palais de justice. Avec Maître Dubois à mes côtés, j'ai demandé une ordonnance d'éloignement temporaire contre deux. La juge, une femme sévère avec des lunettes, a écouté l'enregistrement audio. Quand elle a entendu Brigitte dire « expulser son propre frère », elle n'oserait pas, ses sourcils se sont levés. Il semble, a dit la juge en me regardant par-dessus ses lunettes, qu'il y a eu un complot prémédité pour vous frauder de vos droits de propriété et manipuler les lois sur la location. Ordonnance accordée. 150 mètres. Aucun contact, direct ou indirect. La signification de l'ordonnance a été le dernier clou dans le cercueil de notre relation. Tante Carole me l'a raconté plus tard. Elle était allée chez Brigitte pour récupérer un plat à gratin et était là quand l'huissier est arrivé. Brigitte a jeté un vase, m'a dit Carole au téléphone, sa voix basse. Elle ne pouvait pas croire que tu l'avais vraiment fait. Elle n'arrêtait pas de crier, je suis sa mère. Elle ne peut pas m'imposer une ordonnance d'éloignement. Mais le shérif adjoint lui a dit que si elle te contactait à nouveau, elle irait en prison. Et Julien, ai-je demandé. Julien? Eh bien, c'est l'autre nouvelle, a dit Carole. Comme il n'a pas pu emménager avec toi, son propriétaire l'a finalement rattrapé. Il a été expulsé hier. Il dort sur le canapé de Brigitte. Ils sont malheureux, Amélie. Ils ne font que s'asseoir là et se nourrir de la misère de l'autre. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, et je le pensais. Je ne voulais pas qu'il souffre. Je voulais juste qu'il ne me fasse pas souffrir. Mais ils ont fait leur choix. Ils les ont faits, a convenu Carole. Écoute, Robert et moi, nous nous demandions. Si tu n'es pas trop occupé, peut-être pourrions-nous venir dîner la semaine prochaine. Juste nous. Sans drame. Ça me plairait, tante Carole, ai-je dit en souriant. Ça me plairait beaucoup. Au cours des 6 mois suivants, ma vie s'est transformée. Sans le fardeau constant des demandes financières de Brigitte et des crises de Julien, mon compte d'épargne a commencé à se reconstituer. Mais plus important encore, ma bande passante émotionnelle s'est reconstituée. Je n'avais pas réalisé à quel point je dépensais d'énergie à me préparer à l'impact. Je n'avais pas réalisé qu'à chaque fois que mon téléphone vibrait, mon cortisol grimpait, m'attendant à une culpabilisation ou à une demande d'argent. Maintenant, quand mon téléphone vibrait, c'était Antoine qui m'envoyait un mème drôle, ou Sophie qui demandait si je voulais déjeuner, ou tante Carole qui partageait une recette. La maison est devenue ce que j'avais toujours rêvé qu'elle soit. Antoine et moi avons transformé la chambre d'amis que Julien avait exigée en bibliothèque. Nous avons tapissé les murs d'étagères et mis 2 fauteuils confortables près de la fenêtre. C'est devenu mon sanctuaire. Un soir de fin novembre, la première neige de l'année a commencé à tomber. J'étais assise dans la bibliothèque, un livre sur les genoux, regardant les flocons de neige tourbillonner sous les lampadaires extérieurs. La maison était chaude, silencieuse et sûre. Antoine est entré avec 2 tasses de chocolat chaud. Il s'est assis dans le fauteuil en face de moi et a regardé par la fenêtre. C'est paisible, a-t-il dit. Ça l'est, ai-je convenu. Il te manque, a-t-il demandé doucement. J'y ai réfléchi. J'ai pensé à la mère que j'aurais aimé avoir, celle qui m'aurait serré dans ses bras et m'aurait dit, bon travail, sans ajouter, mais qu'en est-il de Julien? Elle me manquait, mais elle n'avait jamais existé. J'ai pensé à la mère que j'avais réellement, celle qui avait comploté pour me piéger dans ma propre maison. Elle ne me manquait pas même un peu. Non, ai-je dit en prenant la tasse qu'il me tendait. Le chaos ne me manque pas. La culpabilité ne me manque pas. Pour la première fois de ma vie, je me sens pur. Antoine a tendu la main et a serré la mienne. Tu as brisé le cycle, Amélie.
C'est la chose la plus difficile à faire. Nous l'avons brisé, les jeux corrigés. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Nous sommes restés assis là pendant longtemps, regardant la neige recouvrir la cour ma cour. J'ai pensé à Julien, dormant probablement sur le canapé de Brigitte, se plaignant de l'injustice du monde. J'ai pensé à Brigitte, amère et en colère, racontant à quiconque voulait l'entendre que sa fille l'avait abandonnée. Ils étaient piégés dans une prison de leur propre fabrication, une prison de droit et de ressentiment. Moi, d'un autre côté, j'étais libre. J'avais acheté une maison, oui, mais le véritable achat n'était pas la cloison sèche, le bois ou le terrain. Le véritable achat était ma liberté. Et en regardant la lumière chaude se refléter sur les livres, en écoutant la respiration douce de l'homme qui m'aimait pour moi, je savais que cela valait chaque centime. J'ai pris une gorgée de chocolat chaud. C'était doux, chaud et parfait. Alors, a dit Antoine, rompant le silence avec un sourire, puisque nous avons 2 autres chambres d'amis, qu'en penses-tu? Salle de sport à domicile ou une salle dédiée au Lego? J'ai ri, le son résonnant clair et heureux dans la maison.